spécialisé de cours et de rendre à César ce qui est à César, et notamment sur le plan pédagogique, d'essayer de montrer ce qu'est la programmation pédagogique, le travail qu'a fait Edith Ojam et les conséquences spatiales de ce travail. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu comme ça une idée de faire une école aéroverte, c'est une suite logique de conséquences sur des objectifs pédagogiques extrêmement contrôlés. À une époque, il faut savoir, on est au début des années 70, on profite des années 60, et c'est la logique, je dirais, du structuralisme, de la programmation, des grilles méthodologiques, tout est absolument codifié, peut-être encore plus que ça l'est aujourd'hui. Alors, je reprends quelques éléments de la plaquette pour un support du discours. Ça, c'est une plaquette qui a été publiée, je pense, en 74-75, et qui reprend la logique d'équipement intégré, qui est une logique qui date du premier équipement intégré de la fin des années 60 au Vallière. C'est un collège dans lequel va être mixé différentes activités socioculturelles et sportives. Et Beaubourg, qui est le responsable de la programmation de cet équipement, est aussi une forme à l'échelon national d'équipement intégré qui veut regrouper différentes disciplines. Donc cette logique d'équipement sportif et d'équipement d'enseignement est normale. Avant je reviendrai en arrière sur ce qu'est la programmation. Je voudrais reprendre les personnalités, et si ce projet existait, c'est grâce à Robert Bordas, qui était le président de Beaubourg à l'époque, grâce à ses chevilles ouvrières, qui étaient Sébastien Lost, Claude Mollard, qui travaille encore actuellement avec Anima. Et donc, il y a toute une logique qui s'est mise en place, sous la responsabilité du directeur des études de Beaubourg, qui était François Lombard, qui est en même temps le père de la programmation architecturale et technique, et l'auteur des décrets qui ont institué cette programmation architecturale et la règle des concours. Les décrets datent de 73. Le programme, il date de 72. Donc, Beaubourg et Saint-Méry ont anticipé l'application de décrets qui n'étaient pas encore publiés sur la programmation architecturale. Il y a également Patrick Auburn, le plus grand programmiste, et donc cette équipe s'est mise en place. Je vous montre un schéma de Lombard sur l'organisation de la programmation générale qui définit très simplement les acteurs, le maître d'ouvrage, c'était Bordas, l'utilisateur, eh bien ça va être les enseignants et les élèves de l'école, la programmation, c'était Beaubourg, lequel j'étais la suite ouvrière, les concepteurs, qui sont là, et les architectes donc, et l'entreprise, c'est une entreprise Bouygues. Et donc, il y a un cercle autour d'un carré vertueux qui fait que chacun va parler avec l'autre, l'utilisateur avec le maître d'ouvrage et le programmiste. On sort le programme, on le transmet au maître d'œuvre, qui le transmet à l'entreprise, qui redonne le bâtiment. Voilà, ça c'est un schéma de Lombard de 60... de François Lombard. François Lombard, oui. François Lombard. Ah oui, aucun rapport entre Daniel Lombard ici présent et François Lombard. Et un autre schéma, qui sont les grandes étapes, études préalables, programmation, conception, réalisation. Vous voyez, c'est un lapsus de schéma, ça. C'est la conception qui est importante, la réalisation, mais ça compte déçu. Ça compte pas. Hein. Je vais pas me formaliser. Et la mise en service. Bon, ça, c'est des processus opérationnels de Lombard qu'il a fait entrer au niveau des lois, des décrets de 73, pour que la programmation soit obligatoire pour tous les bâtiments publics. Avant, il n'y avait pas de concours, pas de... Et Saint-Méry est sans doute une des dernières opérations qui n'ait pas eu lieu de concours, puisque les architectes
ici présents, ont été désignés par la ville de Paris, de mémoire. La ville de Paris est représentée par des acteurs à l'époque extrêmement importants. De mémoire, il y avait un monsieur Prieur, Oui. et il y avait un monsieur Trapenard. Trapenard, qui s'occupait des éléments culturels, sportifs, et c'est lui qui a rajouté dans le programme la piscine et le gymnase, ce qui plaisait bien à Bordas, parce que c'était cette logique d'équipement intégré. Et donc, toute l'opération s'est mise en place, avec un calendrier assez effroyable, puisque la première note qu'on a reçue de la ville de Paris, décision du Conseil, c'est décembre 71. J'avais 24 ans. Un peu plus. Hein? On était désagréable tout à coup. Et on a mis en service en mars 74. Donc c'est une opération rapide. Le programme étant sorti fin mars, début avril 72. Voilà. Les objectifs, je vais les prendre plutôt sur le texte d'Ojam. Je ne sais pas qui l'a écrit, parce que j'écrivais tellement mal que c'est pas moi, mais tout est, à l'époque, tout est manuscrit. Hein, je veux dire, même l'IBM Aboul n'était pas sur le... Voilà, donc c'est le programme, il se présentait comme ça. Il se présentait comme ça, il était co-signé de Centre Beaubourg AEP. AEP, c'est Édith Ojam, et il comprenait des éléments dans lesquels, dans ces quelques pages, je dirais chaque mot est important, il va entraîner des choses complètement logiques. Alors, la demande, c'est l'équivalent de, parce qu'on école maternelle de 7 classes, 2 écoles élémentaires, 22 classes, 630 enfants, on arrive avec ensuite plein d'activités. Vous avez vu ce matin que ça continue, les activités. Je veux dire, il y a des cours tout le temps. L'école est remarquablement bien placée, et la ville de Paris à l'époque a dit, mais on a plein d'autres activités, dont à l'époque, cours de dessin, j'en ai vu encore ce matin, cours d'arabe, cours de promotion sociale pour les étrangers, cours de banque, cours de préparation au CAP de Fleuris, etc., etc. Ça existait déjà du temps de l'école de la rue Brismy. Ça existait, oui, c'était déjà dans les... Ça existait dans toutes les écoles de Paris, Ouais, dans les municipaux. Ben, c'est remarquable. Donc, le cahier des charges, il est très sibyllin quand même. Parce que c'est recopié à la main, mais c'était une page du Conseil de Paris. Entre guillemets, le projet sera traité selon la formule de l'aire ouverte pour l'école maternelle et selon une formule à option pour l'école élémentaire. Tout a été défini à aire ouverte. Les raisons principales, et c'est là où la mécanique programmatique entre la pédagogie et les espaces se met en place, une meilleure individualisation des enseignements, meilleure utilisation des compétences et des intérêts des enseignants, une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'espace dans le temps, une possibilité de créer un environnement favorable au changement, à l'innovation, à l'expérimentation. Alors, il y a des chapitres pour les élèves, des chapitres pour les enseignants. L'élève prend plus de responsabilité dans son apprentissage et l'enseignant agit davantage comme animateur et un guide. L'accent est mis sur le progrès individuel au rythme propre de chaque enfant. La répartition variable des élèves en groupes de tailles diverses. Alors ça, c'est compliqué au niveau spatial. La possibilité de travail individuel. La concertation des enseignants pouvant aller jusqu'à l'enseignement par équipe. Le regroupement des enfants dans l'école. Donc, il y a un effectif de 875, mais qui n'est pas réparti selon le classique maternel primaire. Et donc, c'est divisé en 3 étapes, selon les besoins fondamentaux des enfants, leur mode d'apprentissage, leur rythme de vie et les degrés de socialisation. Et les nouvelles étapes définies regroupent, d'une part, les petites et moyennes sections de l'école maternelle, qui vont être tout en haut, les grands de l'école maternelle et les CP, avec
Quand on dit 15 enfants relevant d'une classe de perfectionnement, ça veut dire qu'il y a un enseignant supplémentaire qui est là. Et puis la troisième étape, cours élémentaire, cours moyen 1 et 2, et 15 enfants. Et donc, 4 enseignants de maternelle, 12 enseignants de deuxième étape, 13 enseignants de troisième étape. On ne parle plus d'école, de cycle, on parle d'étape, on parle d'aire, on parle plus de classe. Donc le vocabulaire change aussi. Alors ça, c'est le tableau de base, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il prend tous les effectifs, il les découpe, il les met par étapes, il les met par classe d'âge, et puis il finit par les regrouper dans les 3 étapes. Et on trouve les 156, 347, 364. Ensuite, alors, il y a toute une explication, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans la variation, dans la répartition des élèves. Le but est que l'enseignant pourra travailler avec un petit groupe, 6 à 15 enfants. Celui-ci peut être homogène suivant certains critères, par exemple niveau d'acquisition, ce qui permet une bonne intégration au groupe. Il peut être également hétérogène, avec l'avantage de la diversité. Alors cet avantage de la diversité, c'est des groupes verticaux, c'est-à-dire d'avoir des organisations verticales dans lesquelles il y a des formes de presque tutorat depuis les CM2 jusqu'au maternel en groupes verticaux. Ça, c'est l'ouverture. Je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup fait. L'enseignant n'est plus la seule ressource de l'enfant qui apprend. Le livre, le film, la photo, la nature, ça, c'est là où nous sommes. C'est le centre de documentation qui apparaît. Les écoles, à l'époque, n'avaient pas de centre de documentation. Et donc, c'est la création avec le poste afférent. Donc, on retrouve un nombre d'enseignants supérieur à ce qu'aurait été le découpage strict par classe classique. Ensuite, un autre élément important, c'était l'appartenance à un groupe stable, c'est-à-dire que il paraît nécessaire d'offrir en contrepartie de l'appartenance à un groupe stable attaché à un enseignant qui a un rôle de tuteur. Celui-ci réunirait les élèves régulièrement, il les conseillerait, examinerait leurs problèmes personnels. Le groupe ne devrait pas dépasser la trentaine et ces réunions doivent être comprises dans l'emploi du temps journalier. Donc il y a une responsabilité d'un enseignant sur chacun des groupes et ça se traduit par tous les espaces qui ont été créés sont liés à ces petites phrases uniquement. Découper, permettre des petits groupes, permettre du travail individuel, permettre... On a eu une très belle démonstration par Madame la responsable de la documentation ce matin, en disant, mais ils viennent chercher un livre, puis ils repartent, ils viennent, quand ils ont fini leur boulot. Une liberté, une grande liberté. Travailler en équipe, concertation des enseignants. Ça, c'est le truc le plus dur, le plus lourd, parce que c'est très lourd pour l'enseignement. Pour mieux tirer parti des compétences particulières de chaque enseignant, certaines spécialisations de ceci est possible, sans aboutir pour autant à un cloisonnement entre disciplines. Comme dans l'enseignement secondaire, en contrepartie, une grande coordination et la collaboration des enseignants sont nécessaires. En effet, toutes les activités devront concourir à la formation de l'enfant. L'optique commune dans l'attitude éducative des adultes est nécessaire. Ainsi, au lieu d'affecter des instituteurs à un groupe de 30 élèves pour toute l'année, il est possible que dans une même étape, l'équipe d'enseignants soit responsable de plusieurs groupes de 30 élèves. Cette organisation permettrait plus facilement une différenciation du travail de chaque professeur et ses préférences et ses aptitudes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une grande ouverture et une grande liberté dans la répartition du travail entre les enseignants selon leurs souhaits, leurs aptitudes, leurs envies, etc. etc. Et les tailles des groupes qui peuvent varier selon le travail, qui correspond à des groupes de 60 à 120 enfants pour 2 à 4 enseignants. Donc c'est tout ce qu'on a vu. Alors, il y a une sous-division possible des étapes. Je ne rentre pas dans le détail. On va voir très rapidement les éléments du programme. Et puis, tableau. Je vais reprendre la plaquette parce que c'est dedans. Voilà. Ça, c'est le schéma fonctionnel. Il était verticalement pour la plaquette, on a remis à l'horizontale, qui définit les activités. Alors, le découpage alphanumérique, c'est le découpage de la programmation. Beaucoup ont été faits comme ça, toute la programmation se fait toujours comme ça. Encore aujourd'hui, on découpe dans des familles d'activités. Activités d'accueil, c'est des activités A, c'est l'accueil et c'est
la restauration, les activités qui ne sont pas spécifiquement scolaires, les activités B qui sont les activités scolaires, avec les 3 étapes des centres d'enseignement qui sont B1, B2, B3, maternelle, etc. Et qui sont ensuite les activités sportives, non, B4 les cours du soir, les activités sportives, B5, B6. Et on trouve en C les activités support logistique de l'ensemble, c'est-à-dire les activités de stockage, les bureaux, les éléments, les locaux techniques, les ateliers du bâtiment, la surveillance, etc. etc. Bon, c'est le schéma avec ces systèmes de circulation et qui a été donné, confié aux architectes qui d'ailleurs avaient démarré le travail, je crois même avant d'avoir le programme. Mais c'est plutôt bien parce que souvent le programme comme ça il sert à monter un concours, c'est fait pour ça. Or, le dialogue dès le début du programme avec les équipes architecturales, c'est la meilleure chose qui puisse être réalisée. Voilà, bon, ça vaut, je crois qu'on a déjà montré toutes ces images. Et donc, oui, la coupe est souple. Vraiment, la coupe est exceptionnelle et c'est peut-être elle qui exprime mieux la qualité du projet. Et j'étais heureux que vous montriez ce matin les images de ce qu'était de la façade quand on passait en bas au bord de... Parce que c'était une façade transparente, magnifique, en verre léger, c'était ce qu'on faisait de mieux à l'époque. C'était avant que RFR ait mis au point leur système de vitrage qu'ils ont mis à bon point sur les serres de la Villette ou des choses comme ça, mais c'était 10 ans plus tard. Et c'était ce qu'on faisait de mieux. Et j'avoue que c'est massacré actuellement, c'est une tristesse de voir cette entrée, ces menuiseries métalliques. C'est vraiment des portes Clarit qui étaient mises en œuvre, que vous aviez mises en œuvre. Voilà, alors moi pour finir un peu mon histoire sur ce dossier, ben, je l'ai suivi de bout en bout dans les rapports avec la maîtrise d'œuvre pour Beaubourg. Et puis, comme j'étais chargé des équipements à Beaubourg à l'époque, j'ai été chargé des équipements ici. Et donc j'ai équipé. J'ai passé les commandes de ces fameuses petites chaises BS, etc. J'ai passé les commandes des brinzels là, qui sont encore sous les fenêtres. Et puis je raconte une anecdote quand même, parce que c'est propre des fins de chantier. La fin de chantier était bien sûr un peu compliquée. Ah si, je fais pas une digression, je fais comme vous là. Pour parler un mot de Bordaz et des parents d'élèves, le temps qui s'est déroulé, et des enseignants. Beaubourg a toujours défini qu'il allait travailler avec des préfigurations. Et donc il y a eu des préfigurations des activités de Beaubourg. D'une part, Boulevard-Sébastopol avec un début de texte documentation. D'autre part, à travers de très grandes expositions qui se sont tenues hors les murs, puisque Beaubourg n'existait pas. Et donc Picabia, pas des petites expos. Et donc, Beaubourg a souhaité voir préfigurer les activités d'enseignement avant le transfert de cette école, ce qui était une chance inouïe pour nous, parce que moi j'ai fait pas mal de programmation pédagogique par la suite, mais on n'a jamais d'équipe pédagogique. On se travaille avec une fiche pédagogique et puis une page, en laquelle on vous dit on met tant de classes, tant de trucs, mais on ne connaît pas l'équipe enseignante, on ne connaît pas les objectifs, on ne connaît rien, on n'a rien. Et donc là, au contraire, on avait une équipe pédagogique existante et exigeante, et on leur a été proposé de visiter des écoles à air ouverte. Moi, j'avais fait une visite en Angleterre, il y en a eu d'autres, je crois, au Canada après, de décloisonner leur propre école avant qu'elle soit démolie. Et donc, il y a des cloisons démolies, des travaux faits on fait des travaux dans une école qui va être démolie. C'est fort. Décloisonner, on a décloisonné, et de multiples réunions, quelques points compliqués, notamment points de friction qui ont été le déménagement du bain-douche. Le bâtiment est resté, une activité et c'est sorti, et les parents d'élèves n'étaient pas très heureux, une chose comme elles sont, de voir la population des bains-douches à proximité immédiate de l'entrée de l'école. Voilà. Donc ça fait voilà.
des frictions, d'une part, d'autre part, des problèmes de sécurité, quand ils ont revu les plans, etc. Et on voit d'ailleurs que les systèmes de rampe a été un peu massacrés avec ces systèmes de grillage qui sont une horreur là aussi. Il y a quelques horreurs quand même qui ont été faites. Et à l'époque, moi, dès que ça a été ouvert, la première chose que j'ai faite, c'est de mettre des filets partout. J'ai commandé des mobiliers et des filets pour personne ne voulait prendre la responsabilité qu'il y ait un accident, c'était évident. Et or, le bâtiment était absolument réglementaire. Et bon, donc, des filets. Et ça a été un point où les parents d'élèves, avec en tête Bernard Ferre-Darcier, que j'avais demandé de venir ici et qui n'a pas pu se libérer, et qui est l'homme du Festival d'Avignon, et qui était parent d'élèves ici, et parent d'élèves chez le Costaud. Et donc, ils ont été enfermés Bordas dans son bureau, boulevard Sébastopol, pendant plusieurs heures, jusqu'à obtenir les quelques demandes qu'ils avaient. Alors, ils n'ont pas obtenu que le bain douche aille ailleurs, mais ils ont obtenu des éléments qui, à l'époque, leur semblaient importants. Donc, ça s'est passé dans un ensemble de hautes exigences de part du maître d'ouvrage, de la part des parents d'élèves, de la part des équipes enseignantes, et de mettre dans une chaleur et un dialogue permanent, et une concertation permanente. Ça n'a pas arrêté. C'est pour ça sans doute qu'il y a eu de nombreuses esquisses qui ont été remodelées, remaniées, etc. Et dans les rapports in fine entre l'équipe enseignante, la ville de Paris bien sûr, l'équipe de maître d'œuvre et l'équipe de maître d'ouvrage Beaubourg, je pense que c'est une opération qui s'est passée à chaud, dans la passion, mais qui a donné le résultat que vous voyez, mais dans un travail chaleureux, je dirais, au quotidien. Je veux dire, il n'y a pas de, c'était pas une logique conflictuelle. Voilà. Je vais trop parler. Merci.